connaissez sûrement les doulas. Ce sont des femmes qui accompagnent et soutiennent les futures mères, notamment au moment de l'accouchement. Mais est-ce que vous connaissez les Tana doulas, qui accompagnent la fin de vie et le deuil? Dans la préface du livre des morts tibétains, le moine bouddhiste Mathieu Ricard écrit « En Occident, la mort est dissimulée, escamotée comme une chose honteuse. Cette gêne devant la mort vient sans doute de ce qu'elle constitue le seul obstacle insurmontable à l'idéal de la civilisation occidentale, à savoir vivre le plus longtemps et le plus agréablement possible. » Sandrine se définit avant tout comme une humaine, une épouse et une maman, mais elle est également doula de fin de vie et de deuil. Son parcours de vie l'a amenée vers cette profession qui remet la mort et le deuil au cœur de notre société contemporaine. Et si la mort permettait finalement de donner du sens ? Quand on traverse un deuil, ça vient toujours, en tout cas, c'est vraiment mon approche, questionner notre identité et le sens de la vie. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Je suis ravie. Je suis comme une gamine à enregistrer un podcast. C'est un petit peu un rêve. Mais c'est trop cool. Donc, c'est trop bien. Un petit peu en version studio à Paris. Ça me va bien. Donc, merci Octavia avec pour plaisir. l'invitation. Alors, qui je suis? C'est toujours un grand mot, qui je suis. Sandrine. Ouais, tout à fait. Qui je suis? Je crois que je suis une humaine sur Terre, déjà, pour commencer. J'aime bien, j'ai envie de me définir comme ça, en tout cas, puisque j'entends beaucoup et on a beaucoup tendance aujourd'hui à se définir par notre pédigré social et notre métier. Alors même si aujourd'hui j'exerce un métier qui m'anime vraiment, avec lequel je suis complètement raccord, j'aime pas me présenter comme ça. D'accord. Voilà, je suis une femme, donc une humaine sur cette terre, une épouse, une mère, une maman d'animaux, une maman d'animaux aussi. Enfin voilà. Et ce qui m'anime et mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner la fin de vie et le deuil. Je suis dans ce passage, cette transition où on quitte la terre et selon ses croyances vers un autre monde ou pas. Et je suis dans ce passage pour que il se fasse pour ceux qui restent et ceux qui partent de manière la plus apaisée possible, puisque ça c'est ma conviction. Si le départ est apaisé, le voyage est assuré. Ah, on aime bien les punchlines comme ça. Au paradis attendra. Super. Merci pour cette entrée en matière. Moi en fait, je vais commencer par te poser quelques questions sur toi évidemment, et je pense qu'en filigrane se dessinera aussi ton parcours professionnel qui est vraiment en lien, je dirais, avec des choses importantes de mon point de vue qu'on traite dans le podcast. Mais déjà, donc pour commencer, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, toi, dans quel contexte de croyance et de spiritualité, de religion, de philosophie, culturelle, tu as grandi avec tes parents? Alors j'ai grandi, je dirais, dans un milieu athée. Mes parents n'étaient pas spécialement croyants, néanmoins je suis baptisée et donc je dirais que j'ai quand même grandi dans un esprit catholique, de culture classique catholique, même si les seules fois où je suis allée à l'église quand j'étais gosse, c'est aux enterrements. Ok. Ouais. On est déjà sur une première approche. On est déjà sur une première approche, tout à fait. De la mort. Voilà. Ok. Du coup, est-ce que de cette enfance, ou pas du tout, est-ce que tu as tiré des croyances, toi, des choses que tu portes avec toi, ou une manière de percevoir le monde, ou de l'appréhender? De cette enfance, j'ai surtout eu et gardé un vrai élan de liberté, parce que je me sentais hyper libre. Et en termes de croyances, je me suis surtout justement dit de ne jamais m'enfermer dans une croyance. Et que il peut y avoir plein de choses à piocher, entre guillemets, de partout, et que moi je suis pas de dogme, en fait, je suis pas de règles, je prends ce qui me va, et je trouve qu'il y a du bon et du moins bon partout. Voilà. Et j'aime un peu
beaucoup, voire pas du tout, les constructions hiérarchiques il y aurait comme une espèce de pyramide descendante où on doit absolument faire ci, ça, ça, ça pour accéder à quelque chose qui serait merveilleux ou quoi. Et non, je pense, voilà, en tout cas, ça, j'ai pas cette croyance. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai l'impression quand même qu'on vit à une époque, et c'est aussi pour ça, enfin la raison d'être aussi de ce podcast, où finalement, alors, enfin tu me diras toi ce que t'en penses d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de dogmes religieux. En revanche, j'ai l'impression que quand même la spiritualité, la réflexion sur notamment la mort, parce que c'est hyper important dans la mort, la question de la spiritualité est très importante, dans le deuil aussi. Donc j'ai l'impression que chacun en fait fait un peu sa petite cuisine interne, parce qu'on a accès maintenant à énormément de ressources, à énormément de prises de parole, de lectures, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que chacun en fait crée son petit univers spirituel, ce qui lui convient et ce qui lui parle finalement. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça ? Je suis complètement d'accord avec ça. Dans mon cheminement, enfin voilà, celles que je suis aujourd'hui sont pas les croyances d'hier, elles seront certainement pas mes croyances de demain. Et je me construis avec tout ça, c'est-à-dire que moi je médite quotidiennement, par exemple, hein, j'ai un vrai retour à l'intérieur de moi. J'aime assez la philosophie bouddhique, et pour autant, je trouve qu'il y a des enseignements communs à tout ça, qui est le respect. Alors on appelle comme on veut Dieu, la vie, l'univers, peu importe. Mais ce que je trouve juste pour moi, c'est cette notion de foi, justement, qui permet quelque part d'avoir du sens à la vie. Et la fin de vie que j'accompagne, ça reste et c'est de la vie. Et donc c'est quel est le sens à la vie à la fin de ma vie également. Et ce côté spiritualité a tout à fait sa place justement dans un soutien émotionnel également. Et les gens qui ont par exemple, il y a encore des générations là où on n'a pas ce type d'approche un petit peu de picorer et de créer sa propre spiritualité, des gens qui sont très catholiques par exemple, ça va être en correspondance avec eux et leur lire des prières et des choses qui leur parlent, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que un texte de la Bible, un texte du Coran, enfin tout ça peut être très inspirant, sans pour autant être dans la religion proprement dite. Et c'est chouette de pouvoir avoir toutes ces approches et tous ces supports quelque part. Voilà. Enfin, en tout cas, j'aime assez ça, parce qu'il y a du beau partout. Et justement, ça me fait penser à une personne que j'avais reçue dans le podcast, qui me parlait en gros, qu'elle s'était mise à vraiment réfléchir sur sa vie, à avoir plus de spiritualité, à changer les choses, le jour où il y a un coach qui lui a dit, en gros, le jour de votre mort, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous ? Alors moi, sur l'approche de qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous, je trouve que c'est pas forcément, c'est le regard extérieur, c'est pas forcément le plus pertinent, mais c'est vraiment mon point de vue. Mais en tout cas, de se demander le jour de notre mort quel bilan on peut faire si on a de la chance, 90 ans passés sur cette terre, c'est hyper clé aussi pour vivre bien, non ? Il y a, je crois que c'est Christophe Fauré qui a une de cette approche et que j'aime assez et que j'utilise moi dans mes accompagnements. Christophe Fauré qui est un écrivain, c'est ça, qui parle de justement du psychiatre, écrivain, et ouais. qui s'est vraiment conférencier, qui est vraiment spécialisé sur le deuil, la fin de vie et la conscience. Ouais. Et justement la conscience après la mort. Maintenant, si on voit beaucoup plus la cheminée aussi, hein, je pense. Ouais, voilà, il a avancé dans son. Mais tout à fait. Et l'après-vie quelque part, et la conscience une fois que notre corps physique est plus là, notamment en travaillant avec aussi des expériences de mort imminente et des choses comme ça. Je crois que c'est Christophe Fauré qui en parlait aussi comme ça dans un de ses livres. C'est en fait c'est vous êtes sur votre lit de mort, et par une petite centration, se mettre vraiment à l'intérieur de soi, se dire je suis sur mon lit de mort, il me reste quelques heures à vivre. C'est quoi le bilan de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à ceux qui m'entourent? Qu'est-ce que j'aurais envie, quels sont les regrets que je peux avoir?
qu'est-ce que j'aurais voulu, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je veux encore. Ouais. Voilà, moi j'aime bien cette approche-là. Parce que ça remet l'essentiel, j'allais dire l'église au centre du village, mais ça c'est les expressions de campagne qui me restent de ma jeunesse du coup. On aime bien quand même tout ce qui est un petit peu comme ça. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez intense à vivre quand on le fait vraiment en conscience de se mettre à cet endroit-là. Oui, parce que alors c'est un endroit, je pense que j'ai l'impression que beaucoup de gens vivent un peu dans le déni de la mort. D'ailleurs, on en parlera après, même parce que c'est un vrai gros sujet aussi de notre société. Oui. Et le métier que tu pratiques, donc d'accompagnante de gens qui meurent, mais aussi d'accompagnante de gens qui vivent un deuil, ça fait quand même partie des métiers, hyper importants, je pense, mais qui restent des métiers où les gens ont peut-être cette perception de oiseau, un peu d'oiseau de mauvais augure, de quelqu'un qui porte quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Donc le fait que les gens soient un peu dans le déni vis-à-vis de tout ça, est-ce que ça les empêche pas justement de vivre une vie peut-être pas mieux au sens parce que mieux ça veut rien dire, mais une vie avec plus de sens? En tout cas, c'est mon point de vue. Je te rejoins complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas touché du doigt, me semble-t-il, la mort de près ou de loin, parce que quand on traverse un deuil, ça vient toujours, en tout cas, c'est vraiment mon approche, questionner notre identité et le sens de la vie. Et après, on peut très bien, enfin voilà, ça passe et on revient dans des automatismes où ça vit comme elle était juste avant la perte, mais je crois que en tout cas, tout ce que je constate et tous mes accompagnements aujourd'hui, et en même temps, j'accompagne des gens qui ont besoin d'être accompagnés, donc je vois pas les autres, mais il y a vraiment cet avant et cet après, après la mort. Effectivement, dans notre société, elle est invisible. Les personnes qui vont mourir aussi, alors qu'avant c'est tout un village qui accompagnait un mourant, on les veillait à la maison, tout ça, ça n'existe plus, les familles sont éclatées géographiquement, il y a un vrai tabou autour de la mort, parce que dans cette énergie dans laquelle est le monde aujourd'hui, je veux pas faire mariaque, mais la course à la surconsommation, au dernier tout, aux produits, on est dans l'avoir et pas dans l'être. Hyper matérialiste de la société qui fait quand même que la question de la mort semble un peu loin. Exactement. Il faut avoir des belles fringues et du bon matériel informatique et des belles bagnoles et puis voilà. Exactement, un beau téléphone, la dernière bagnole, les fringues le plus beau possible, voilà, un paraître de ouf, un métier. C'est pour ça que je disais j'aime pas me présenter parce que je fais, parce que qui je suis, c'est pas ce que je fais en fait, et c'est pas mon salaire à la fin du mois en tout cas. Voilà, je relie pas ça à ça, et c'est un peu cette énergie. En même temps, il y a un peu deux mouvements, mais cette énergie-là, et souvent quand il y a un décès, et bien ça ramène un peu de réalité sur notre finitude. Que surtout on ne veut pas montrer actuellement dans la société, et ça peut provoquer de vrais bouleversements de manière assez intense, parce que jamais rencontré jusqu'alors. Est-ce que toi-même, alors tu me dis, hein, tu n'es pas obligé de répondre à toutes mes questions évidemment, est-ce que toi-même tu as traversé des deuils, des choses comme ça, des phases un peu qui t'ont amené, en fait, c'est plutôt par rapport au parcours, qui t'ont amené justement à vouloir exercer ce type de métier? Ou est-ce que c'est un métier auquel on vient un jour en se réveillant et se disant j'ai envie d'accompagner les gens qui traversent un deuil ou ceux qui décèdent? Alors, ça me fait rire. Enfin, ça me fait sourire, en tout cas, puisque c'est pas un métier que j'ai voulu. Ah, ok. C'est ce métier qui m'a choisi, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, je pense, et ça, c'est mon point de vue, qu'accompagner n'importe qui, entre guillemets, sur le plan humain, on doit, enfin, j'aime pas le devoir, mais on doit traverser ce sur quoi on accompagne. On doit l'avoir, en tout cas,
malheureusement ou heureusement, moi c'est ce qui m'arrive, je suis obligée d'éprouver assez intensément ce sur quoi je peux accompagner les gens. C'est pas parce que je l'ai vécu que je suis en capacité d'accompagner, puisque me suis formée sur les théories, parce qu'on n'accompagne pas sur la fin de vie et le deuil comme ça. Mais évidemment, le fait de l'avoir vraiment dans ma chair et de le porter encore aujourd'hui, parce que aujourd'hui, moi, clairement, je ne sais pas si... Donc, faire le deuil, pour moi, c'est juste la phrase impossible. On ne fait pas, il n'y a rien à faire. C'est un travail naturel qui se fait à l'intérieur de soi. Ça, c'est fou parce que ça fait plusieurs personnes, justement, avec lesquelles je discute de deuil. Et tout le monde me dit, mais faire son deuil, ça n'a aucun sens. C'est pas un jour tu te réveilles et tout est passé. C'est qu'en fait, t'apprends à te construire autour de cette épreuve, finalement, et à continuer à faire des choses, à avancer malgré ça. J'avais cette conversation hier, pas plus tard qu'hier, avec une copine, où ça faisait je crois bien 1 ou 2 ans qu'on ne s'était pas vu, mais on se retrouve comme si on s'est quitté la veille. Et moi, ça fera 18 ans que j'ai perdu mon père. D'accord. Ça, c'est mes petites émotions. Donc une émotion, c'est une sensation dans le corps qui se traverse, mais c'est ok, ça ne me relie pas au moment où je l'ai perdu, c'est juste que de penser à lui, ça m'émeut toujours. Moi, je comprends complètement. Si t'as besoin qu'on fasse une pause, t'hésites pas. Non, c'est ok, moi ça me traverse, mais je témoigne juste, voilà, ça, exactement. Et c'est comme ça, donc ça fera bientôt 18 ans que j'ai perdu mon père, et j'étais enceinte de ma fille. Okay. Ça fait 23 ans que j'ai perdu ma mère, ma mère n'a connu aucun de mes enfants, mon père en a connu rapidement, entre guillemets, 2 sur les 3, et j'avais cette conversation-là de, qu'est-ce que ça serait, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai traversé ces deuils. Alors ma mère, je l'ai en plus accompagnée de 10 ans de maladie où il fallait accompagner des gestes quotidiens, etc. Donc une partie de ma vie a été organisée autour d'elle, et elle est partie quelques mois avant que je me marie. Ok. Ouais, donc chaque événement heureux de ma vie a été relié en fait à un événement de deuil. Voilà. Et j'ai aussi et je fais le lien avec les animaux, car j'ai une chienne qui m'a accompagnée, que j'ai pris seule quand j'habitais chez mes parents, et qui évidemment m'a suivie quand j'ai connu mon mari, et quand j'ai habité avec lui. Avant qu'on se marie, je veux pas dire j'ai rencontré quelqu'un, on s'est mariés, enfin bon. Ah oui, parce que moi, c'est ce que j'avais compris, Sandrine. Du coup, avant de me marier, quand même, on a vécu 2 années ensemble, et encore que, bref, ça n'intéresse personne. Ah, puis surtout, tu fais bien ce que tu veux. Exactement. Mais pour dire que j'ai aussi vécu le deuil de cette chienne-là et d'une autre, mais celle-ci qui était un carlin. Je le dis parce que j'adore. On aime les petits carlins. Oh ouais, cette race trop gentille. En tout cas, elle l'était. Et quand elle est morte, au-delà du lien évidemment avec elle, qui m'a donné beaucoup de peine, c'est le lien avec mes parents. Elle était le lien. Elle a connu mes parents. Elle connaît mes enfants. Et c'était ce lien entre les deux qui ne se sera jamais fait de leur vivant à chacun. Et du coup, la perte, ça a été repère de mon père, repère de ma mère, mine de rien. Voilà. Oui, ok, c'était, on va dire, une avancée supplémentaire un peu dans le deuil de tout ça, et l'obligation, en quelque sorte, de tourner la page d'une époque, quoi. Et de me dire, elle me reliait, j'ai plus personne, alors que je les ai avec moi, mais à l'époque, à l'époque, c'était pas comme ça. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui. Je pense que j'ai accepté d'avoir perdu mon père et ma mère, mais j'ai bloqué ces deuils très très longtemps. Et il n'y a pas si longtemps, et je suis pas sûre de l'accepter tous les jours, à vrai dire. Et ça, je me permets de rebondir, mais parce que aussi t'es un peu experte de ces sujets-là. C'est très étrange le rapport qu'on a au deuil. D'ailleurs, c'est la raison d'être de ce podcast. C'est donc en gros, moi j'ai perdu mon père il y a un peu plus de 2 ans. Et ça a été un choc terrible pour moi parce que, en plus, il était en très bonne santé, donc il est vraiment décédé du jour au lendemain en faisant son jogging. Et ça a remis en cause énormément de choses dans ma vie, en fait, où je me suis dit, mais beaucoup de choses que je faisais me semblaient ne pas avoir de sens par rapport au fait d'avoir une finitude, de pas être là pour très longtemps aussi.
Et en gros, ce qui est bizarre, c'est que t'as des phases dans le deuil où t'as vraiment l'impression que tout va bien. Tu sais, tu te dis, bah, là c'est bon, je pense que ça y est, je suis repartie pour avancer, c'est ok et tout. Et en fait, genre une semaine après, tu vas être de nouveau au fond du gouffre à te dire mais c'est pas possible, les gens disparaissent comme ça et c'est ce qui attend chacun de nous et cette personne me manque terriblement et comment je fais pour avancer sans cette personne, son regard a toujours été indispensable à ma vie quoi. Et c'est très étrange ce côté hyper en dents de scie du deuil qui fait que oui, tu te dis potentiellement ça peut durer très très longtemps comme ça quoi. Enfin voir en fait le reste de ma vie, je vais devoir le vivre en fait un peu comme ça avec cette perception qui revient toujours, qui te rappelle en fait. C'est un genre de memento mori. Enfin voilà, moi j'ai l'impression que le deuil c'est ça, c'est un memento mori en fait qui te marque pour le reste. Je te rejoins complètement et je le disais tout à l'heure, porté dans ma chair, mais moi je le vois et je le ressens comme ça. C'est une plaie ouverte béante quand ça nous arrive et on cicatrise. Et parfois la plaie, on sait pas pourquoi, on sait pas quel moment, ça peut être une odeur, un lieu, un mot. Moi des fois je peux parler de mes parents sans pleurer, et des fois c'est des grosses larmes. On sait jamais trop quand ça nous frappe. Mais non, c'est très étrange. C'est très étrange. Pas, ouais. Mais la vraie clé, je crois, moi c'est ce que je transmets. Les gens viennent pas me voir pour en 6 mois, 8 ou 10 mois ou 1 an. C'est oui. Bon, c'est ok, c'est fait. C'est bon. C'est pas la peine. Voilà, ça, c'est derrière moi. Non. Ouais. Alors là, c'est ma première clé d'entrée. Je ne vends pas de solution miracle. Ouais. Moi, je suis à côté de vous, quoi. Je vous accompagne à traverser justement. C'est juste ce que tu dis. En tout cas pour moi, c'est très cyclique. On a tendance, enfin, je trouve, je le vois beaucoup et ça m'irrisse un peu le poil de voir les étapes du deuil comme si c'était des trucs à cocher. Ouais. Donc étape 1, ok, ça s'est fait. Oui, sidération, déni, colère, oui. Ouais. Étape 2, ok, voilà. Super. Après, il y a l'acceptation et j'ai surfé sur la vague et après nickel. Excusez-moi, mais non. On traverse. Pour moi, à travers de 5 dimensions, les émotions, nos pensées, le corps qu'on oublie souvent, mais le premier signal, c'est les symptômes corporels. C'est ce que va nous raconter notre corps. Et quand on est dans une société comme aujourd'hui, où on nous demande en général d'être que dans la tête, que dans le mental, que dans le faire, parce qu'on ressent dans notre cœur, c'est un beau lapsus, dans notre corps et dans notre cœur, c'est exactement ce qu'on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que on n'a jamais ressenti ça, ou quand on a ressenti les premiers prémices, on a surtout mis un couvercle, parce que waouh, mais ça fait mal, ça. Qu'est-ce que c'est? Une émotion? Oh my God, mais non. Ouais. Et donc, enfin voilà, c'est ces dimensions-là, en prenant la dimension aussi évidemment identitaire. Tu le disais si justement, tu ne seras plus jamais la même. Oui. Je ne serai plus jamais la même, et personne ne sera jamais. Alors à nouveau soi certainement, mais pour autant un peu à minima différent. Peut-être une évolution à terme positive, sans doute. D'ailleurs, je pense que ça ouvre plein de perspectives et je pense que ça oblige l'humain dans le déni de la mort et tout à aussi regarder les choses un peu en face, quoi, à se dire il me reste j'en sais rien moi 50 ans à vivre. C'est pas très long. Qu'est-ce que je veux en faire, en fait? Est-ce que vraiment... est-ce que, par exemple, j'ai envie de passer 70 heures par semaine à taffer pour gagner plein d'argent, pour être reconnue socialement, mais juste à être une coquille vide? Est-ce que j'ai envie de... Enfin, voilà, c'est plein de questions qui s'ouvrent. Moi, j'aimerais bien, du coup, revenir vraiment sur l'aspect donc de l'accompagnement, toi, que tu proposes. Donc, soit à des personnes qui sont... c'est marrant, je pense que j'ai un déni qui sont en train de décéder. Tu m'as dit quoi comme terme? En fin de vie. En fin de vie. Ouais. C'est fou ça. Leur vie va se finir. Oui. Ouais. Et ils le savent. Je n'arrive pas vraiment à accepter.
Donc soit les personnes que tu accompagnes en Sois bienveillante, Octavia, c'est ok que ce soit pas encore pour toi possible. Je suis pas encore tout à fait dans l'acceptation de ma fin de vie, je crois. On va commencer par ça d'ailleurs. Donc quand tu accompagnes des gens en fin de vie, est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça se passe? Quelles sont les attentes de ces personnes? Qu'est-ce que tu leur proposes? Quel est l'angle? Parce que en plus je me dis c'est hyper, j'imagine touchy quand même. Enfin je sais pas. Ou alors ça l'est plus du tout justement parce que bien sûr que si parce que mine de rien quand on accompagne la fin de la vie, il y a encore on parlait de ces sourires dans le métro et de personnes qui répondent à Paris que j'ai expérimenté. Eh bien on a la même chose sur la fin de vie, c'est-à-dire que quand il y a une personne hors cadre médical qui rentre dans la vie de la personne et de la famille, il y a un peu cette chape de plomb, ce poids de elle va tout ratisser financièrement parlant, j'entends. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle vient faire voilà, il y a vraiment encore cet aspect-là qui est très présent dans beaucoup de têtes. Pour préciser juste, l'intitulé c'est doula. Doula, ouais. De fin de vie. Doula de fin de vie. Doula de fin de vie. Ou Thanadoula, c'est le mot, voilà, pour Thanatos. Et pour Thanatos, exactement, pour l'étymologie. Donc c'est un métier qui est très présent et très développé déjà au Canada et en Angleterre, hein, et qui arrive, j'allais dire quand même en force en France, puisqu'on est de plus en plus nombreuses et qu'il y a une vraie demande. Ouais. Mais évidemment, comme tout en France, souvent dans les débuts, il faut évidemment persévérer et s'accrocher, puisque c'est la peur, quoi. Exactement, c'est la peur qui anime et c'est ok, et c'est pas très grave, j'allais dire. Mais effectivement, c'est hors cadre médical, c'est aussi travailler avec les soignants, la famille, pour que la personne en fin de vie ait un soutien émotionnel, psychologique et spirituel. Là, en fait, où quelque part, les curés œuvraient aussi un temps. C'est de la présence, c'est beaucoup d'écoute, et la meilleure entrée en matière, c'est simplement une présence humble. Ça peut être juste un toucher, parce que parfois il y a pas besoin de mots, et que la confiance se gagne, et que seulement là où la personne peut s'exprimer quand c'est possible sur ce qu'elle a envie de poser, si elle a envie de parler de la mort, de sa mort, de ce qui la retient, parce que souvent le lien au vivant et à ceux qui restent et à la famille est vraiment un poids sur leurs épaules, alors que quand ils sont en soins palliatifs, généralement, la grande majorité des cas, ils sont prêts à partir. Et ce qui les retient, c'est leur famille, parce que celle-ci, elle me donne du souci, qu'est-ce que ça va devenir quand je vais plus être là, etc. Donc c'est un petit peu ce lien, cette médiation quelque part entre je suis prête, on a toutes les deux perdu quelqu'un, on a beau parfois savoir que ça va arriver, on n'a pas envie du tout, on n'a pas envie. Donc c'est comment ça s'ajuste en fonction de moi là je crois que je suis prête, j'aimerais bien y aller, comment ça s'ajuste de ce côté-là, et c'est tout ça qu'on accompagne, et ça peut être des temps de prière quand les personnes le demandent, des lectures de textes, et puis du silence beaucoup parfois, et les yeux dans les yeux. Wow. C'est beau, en tout cas c'est beau, ça fait presque envie. Ah, écoute, Octavia, je vais te réconcilier avec notre finitude. Avec la fin de vie. Mais du coup, ok, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce que tu dis finalement, c'est aider les personnes, dans une forme d'acceptation et de aussi renoncement à certains attachements qui nous maintiennent liés au monde. C'est pas renoncer pour moi, mais c'est vraiment poser dans l'apaisement, en fait. Okay. C'est s'apaiser d'un côté comme de l'autre pour se préparer à l'adieu et à laisser aller d'un côté comme de l'autre. Dans tous les témoignages
enfin voilà, que je rencontre, qui m'arrivent. Ça marche aussi pour les animaux, mais souvent, vous avez, je comprends pas, je suis partie juste 5 minutes de la chambre prendre un café, ou aller reprendre ma douche, reprendre des affaires. Les animaux, c'est souvent pareil, mais je comprends pas. Là, il est décédé. Moi, je me suis juste partie. Ou quand pour les animaux, l'euthanasie, ça s'est fait. Je suis partie en vacances, mes parents ont dû. Enfin, il y a plein de témoignages comme ça. Et en réalité, quand tout est prêt, tout est prêt. Et on est épargné de ce que l'on doit par ceux qui partent, suivant les capacités qui peuvent être accueillies par ceux qui restent ou pas. D'accord. Et c'est incroyable le nombre de gens qui s'en vont quand justement il y a cet espace qui ouvre et que tout a été, checké avant pour eux. Il y a... Alors c'est un petit peu... Ce que je vais dire, c'est un petit peu léger, mais il y a une espèce de to-do list aussi... pour le grand départ, quoi. Il y a un certain nombre de choses, en fait, à régler pour partir plus sereinement. J'ai vraiment cette sensation, en fait. C'est-à-dire que dans tous les cas, quand le diagnostic de pronostic vital est engagé et quand on chemine vers la fin de sa vie, on est à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on revient effectivement au sens même, ce qui est fait ne pourra pas être écrit, et comment j'ai envie de partir, et qu'est-ce que j'ai envie de dire à qui ou quoi. Et souvent, on a un vrai appel aussi des enfants, des petits-enfants par exemple, pour dire au revoir à tout le monde, et que chacun puisse être libre avec c'est chouette, j'ai pu lui dire au revoir aussi, qui libère vers le trajet du deuil de pas mal de choses et d'années de souffrance qui peuvent être libérées aussi quand on accompagne tout le monde dans cette transition. Oui, c'est vrai, et t'appuies sur un point, moi, qui m'intéresse particulièrement. T'appuies sur un point qui me semble très intéressant aussi, à la question de l'au revoir. Quand tu accompagnes des personnes, justement, qui ont perdu quelqu'un, à qui ils n'ont pas pu dire au revoir, ce qui arrive dans les cas d'accident, dans les cas de mort subite ou de choses comme ça. Est-ce qu'on peut réparer ça, ou est-ce que c'est un deuil complètement différent? Chaque processus, chaque personne et chaque processus de deuil est unique et singulier. Réparer, c'est pas le mot c'est pas le mot qui me vient, puisque on répare rien dans ces accompagnements, mais parce que évidemment c'est beaucoup plus facile pour les femmes aujourd'hui de venir vers des accompagnateurs que pour les hommes encore, mais je ne m'avoue pas vaincue. Mais t'as raison. Mais elles viennent surtout comprendre ce qu'elles traversent, et ça passe par comprendre ce que je ressens en réalité déjà. Et c'est à elle qu'il faudrait poser la question de si ça répare. Je ne crois pas que ça répare quelque chose dans la violence de l'annonce et des faits. Ouais. Quand il y a des morts justement violentes, subites, des suicides, etc. Néanmoins, il est toujours, et là je parle pas de médiumnité, c'est pas mon rayon, mais il est toujours possible de parler avec le défunt. Et c'est-à-dire de pouvoir exprimer à un moment donné tout ce que j'ai pas eu le temps de dire, tout ce que j'ai pas eu le temps de lui dire, tout ce que j'aurais voulu, tout ce que j'aurais pu, etc. Et on a un cerveau qui est plutôt bien fait, c'est qu'il fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on fait. Donc le fait d'écrire par exemple à un défunt, ne serait-ce que ça permet de libérer beaucoup de choses. C'est un petit exercice que je fais régulièrement, et puis ça permet de se libérer. Alors pas de réparer les faits, puisque on peut pas réparer, mais ça permet de cheminer vers cette nouvelle identité qu'on est en train de construire, vers l'acceptation ou pas justement de cette nouvelle vie sans la personne qui m'a quittée en fait. Et c'est ça que j'accompagne. C'est très beau en tout cas. Et je voulais savoir, on va revenir un peu à toi, je voulais savoir si finalement le fait d'accompagner des gens dans le cadre du deuil
Et puis tu disais que assez petite finalement le deuil et les enterrements c'était quelque chose qui t'avait un peu suivi en quelque sorte. Est-ce que pour toi ça te permet aussi d'avancer sur ces sujets-là par rapport notamment à ce dont tu me parlais, tes parents, ta chienne, etc. Est-ce que tu sens que ça, en tout cas ça te permet de trouver la place que tu dois occuper en quelque sorte? Alors je me sens carrément, je veux parler carrément de mission de vie, mais je me sens carrément investie dans ma mission de vie. Et s'il y a bien, alors j'ai plein de doutes, plein de peurs également, mais ça n'empêche pas effectivement. Mais s'il y a bien une certitude que j'ai vraiment au fond de moi et où ces peurs et ces incertitudes ne m'habitent pas, c'est justement quand j'accompagne, parce que j'ai vraiment la sensation d'être carrément à la bonne place, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être habitée, pour être complètement transparente, d'être pas seule. Et du coup, c'est très soutenant, c'est très aussi cadrant, c'est un vrai réceptacle et c'est vraiment chouette parce que à cet endroit-là, il y a rien qui existe en fait de l'ego, il y a rien de tout ça. Je suis juste dédiée à l'autre et évidemment que il y a une phrase que j'aime bien, je crois que elle est de mon superviseur, mais on transmet ce que l'on cherche. Donc évidemment je me soigne, je sais pas si c'est le mot, mais je me nourris en tout cas de toutes les personnes que j'accompagne, parce que ça me fait grandir moi par rapport à mes deuils, et ça me fait grandir dans l'acceptation de ceci, dans ces cycles qui reviennent, dans ce que je transmets. Des fois, je me dis, waouh, comment elle en est déjà là. Mais c'est grâce à vous. Mais non, parce que moi, du coup, non, je suis encore en train de tourner en rond, ma petite boucle là, à ce niveau-là. Donc, oui, évidemment, ça contribue à m'aider à avancer. Et à avancer vers cette voie qui m'est un peu tombée dessus. Je la porte depuis toujours, en réalité, il est vrai, puisque d'aussi loin que je me souvienne, la mort, moi, ça me réveillait à 6-7 ans, quoi, en pensant, mais je vais mourir un jour, voilà. Ouais, donc et à 6-7 ans, c'était une angoisse. C'était une angoisse. Ouais. Je me souviens, j'avais un lapin. Alors pas vivant parce que je fais le geste de le tirer par les oreilles. Mais je parlais d'une peluche. J'avais un lapin que je traînais partout et je me réveillais et j'allais voir ma mère et je lui disais, non, je lui disais rien justement. Je lui disais j'ai peur, j'arrive pas à dormir. Ah ouais. Mais peut-être que si j'avais dit j'ai peur de mourir, ça aurait changé aussi tout le cheminement des années suivantes. J'en sais rien. Oui, c'est ça, c'est qu'on sait jamais à un moment si des mots avaient été posés mais c'est quand même pas fréquent, les enfants qui se réveillent la nuit ou qui dorment pas parce qu'ils ont peur de la mort. Enfin, j'ai pas l'impression. Je connais pas forcément plein d'enfants. Mais, ou alors, effectivement, c'est pas exprimé. C'est possible aussi. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que dans l'enfance, il y a quand même beaucoup de témoignages, notamment grâce au podcast, justement, maintenant, de personnes qui disent, avoir eu ce lien avec la mort d'une manière ou d'une autre, même d'avoir vu des morts autour de leur lit, des choses comme ça quand ils étaient jeunes. Ah oui. Mais pour pas paraître pour fou, j'en ai eu quelques-uns aussi dans le podcast. On apprend à se taire par rapport à ça parce que on va nous prendre pour qui finalement, voilà. Donc d'autant que, comme on disait tout à l'heure, la mort c'est quand même un tabou dans notre société et je pense que assez vite on le comprend quand on est enfant. Je pense qu'on capte très vite les choses, on est des éponges. Et donc je pense qu'à 7-8 ans, je pense qu'on a déjà bien compris qu'il y a des choses qu'on peut pas balancer entre la poire et le fromage et le dessert, je sais pas comment on dit. Ça, c'est bien aussi dans l'ordre là. Ouais, moi j'aime bien les expressions qui n'en sont pas, mais c'est bien, voilà. La poire et le fromage. Et pourquoi pas. Je valide. Et donc du coup pour revenir un petit peu sur ce sujet de la mort, là actuellement, pour toi la mort, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après? Waouh. Ouais, vaste sujet. Ouais. Difficile question parce qu'en plus en évolution justement en fonction de ce que je disais de comment je suis nourrie.
Aujourd'hui, j'ai une spécificité qui s'est encore plus affinée. Encore une fois, c'est venu à moi plus que je n'ai choisi, c'est-à-dire l'accompagnement de fin de vie des animaux, du coup, et de leur famille, parce que j'aime pas le mot maître, propriétaire ou gardien, voilà. Enfin, complètement. Je suis complètement d'accord. Ça fait partie c'est de la papa, famille. c'est maman, basta. Bah oui, de fou. Mon chat, c'est mon enfant. Eh ben oui, mais complètement. Et moi, j'ai des enfants sur 2 pieds, et pour autant, mes chiennes et les chats, ce sont mes enfants, mais à 4 pattes. Aussi, et ça marche, et ça marche. Ouais. Et du coup, pour le règne animal, j'ai vraiment cette sensation, parce qu'il y a justement pas, comme tu disais, dans l'enfance, on apprend très bien que pour faire plaisir à papa, à maman, ou à la maîtresse, ou à papy ou à mamie, non, ça, j'ai ça comme émission, ça leur va pas. Ok, c'est quoi l'émotion qui leur va? Je mets ça en place. Ouais. Donc on se construit comme ça. On s'exprime pas sur ce qu'on ressent, et moi l'angoisse que j'ai là, je vais continuer de la porter toute seule, effectivement. Et les animaux, avec les animaux, il y a pas ça. C'est de l'amour inconditionnel. C'est j'allais dire de brancher directement de cœur à cœur, et il y a pas ça. Et du coup, ça m'a fait changer un petit peu cette vision de la mort. D'accord. Parce que le règne animal, je sens pas cette peur du tout. C'est une transition, c'est vraiment le cycle de la vie dans la vie. Okay. Et du coup, ça m'a complètement fait changer l'angle de vue où je disais avant, j'accompagne la mort en fait, mais non, j'accompagne la vie dans la vie jusqu'à ce que la vie n'ait plus. D'accord. Et pour autant, je crois qu'après la vie, chacun de ceux qu'on perd vivent avec nous et à l'intérieur de nous. Ouais. Il y a quelques années, cette question, j'ai répondu, la mort, c'est quoi? Ta vie s'arrête. Ouais. Tes organes, fin de la vie, quoi. voilà. Fin de vie. Électrogramme encéphalo, cœur, plat. Ok, merci, au revoir, terminé. C'est quoi la trace? Éventuellement celle que tes enfants se souviendront, et puis ceux qui voudront bien. Et à partir de là, terminé. Une nanoseconde dans l'humanité. Une petite poussière. Exactement. Aujourd'hui, j'ai plutôt une idée, une croyance différente, qui est qu'effectivement, quand notre corps physique s'arrête, je sais pas si off, voilà. il y a comme justement ce qu'on pourrait appeler la conscience, ou en tout cas ou l'âme, peu importe comment on la nomme encore une fois, mais qui continue de vivre. Alors évidemment, notre apparence, on n'existera plus jamais comme ça, mais et qui rejoint comme une conscience collective, comme un inconscient collectif. L'univers, la nature, enfin tu vois, moi je vois vraiment ça en réseau, comme les arbres, une nuée globale, une nuée, je vois des fils d'or en vrai sur la planète, quoi, une nuée globale. Et dans mes accompagnements, c'est parfois ce que j'ai l'impression de connecter. Ouais. C'est-à-dire que je vais avoir une espèce d'intuition, d'illumination. Clairement, j'ai l'impression que on me la souffle sous mon épaule, quoi. Et qui va être juste au bon endroit, toucher la personne. Ou je travaille aussi un peu en méthode kinésio avec des phrases, notamment quand j'utilise les transferts humains pour les animaux. Qu'est-ce que c'est ça, transfert humain? Alors c'est-à-dire que tu peux être le transfert humain de ton animal qui en fin de vie, en général, on a des choses inconscientes dont on a envie de se libérer, mais c'est pas conscient justement. D'accord. Et encore plus avec les animaux où c'est la famille qui décide potentiellement de quand c'est le bon moment. C'est une grosse responsabilité. Carrément. Moi, je pense des fois pour mon chat. Et c'est très difficile d'avoir ce curseur dans ces moments-là, en fonction des éléments cliniques vétérinaires. Enfin, et je veux pas qu'il souffre, et pour autant je veux pas non plus qu'il parte trop tôt. Et c'est vraiment hyper difficile. Surtout que la souffrance animale est pas toujours manifeste. On n'est pas sûr est-ce qu'il souffre ou pas. C'est hyper difficile. Et que les animaux ont cette capacité de souffrir en silence. Ouais. Et de nous épargner pour pas nous faire souffrir, de voir qu'ils souffrent. Hein. Ouais, c'est hyper. Enfin, c'est hyper émouvant ce que tu dis, parce que moi j'ai un chat qui est apparemment assez vieux. Je suis pas sûre de l'âge qu'il a, mais apparemment il est quand même très vieux. Et c'est vrai que des fois je vois qu'il est dans une espèce de joie pour montrer qu'il va bien, mais je sais quand même qu'il est assez âgé et que c'est pas toujours facile pour lui. Et parfois je pense à son départ et tout, et ça me fait, enfin c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Clairement. Écoute, j'ai 2 chiennes, une qui est Fast and Furious, joie et émotion, qui a 1 an,
Et la deuxième, je ne sais pas son âge non plus, puisque on l'a récupérée de la SPA potentiellement entre 4 et 9, donc elle a entre 11 et 14, tu vois bien. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, je voyais bien la dernière année, il y a des signes quand même de fatigue, de vieillesse, et le bilan sanguin, le dernier était pas bon du tout, et j'apprends par téléphone, puisqu'il fallait rester sinon pour l'analyse. Je lui dis, moi je peux pas rester une demi-heure avec elle, elle sera mieux à la maison, etc. Bref, donc en fin de journée, coup de fil du veto qui me dit, bah en gros, elle est en insuffisance rénale, elle entame sa fin de vie en fait. Ok, il y a quelque chose à faire, l'alimentation, mais clairement des perfusions si jamais voilà une hospitalisation, mais clairement on est sur la fin de vie. Combien de temps? La question, combien de temps? Mais voilà, là j'ai une émotion parce que je me rends compte à ce moment-là que ça me connecte au même ressenti de quand j'ai un médecin au téléphone et qui me dit ben voilà, les chimios c'est fini, on va sur les soins palliatifs pour ton père, ou ben voilà, tu vois le médecin qui te regarde en mode dites au revoir à votre mère parce que là, on sait pas si elle passera la nuit. Et j'ai eu honte en fait parce que je me suis dit mais c'est qu'un chien. Et je ressens la même chose que pour des humains. Et à partir de là, je me suis dit, mais si moi je ressens ça, je suis pourtant dans le domaine et je sais que je n'ai pas à me juger. Et je me suis dit, mais combien de personnes sont jugées parce que c'est qu'un chien, tu vas pas nous emmerder, pardon, ou c'est qu'un chat, c'est bon, t'as pas perdu ta mère et ton père. Et ben en fait, si c'est un membre de ta famille. Comme dans mon corps, je ressens la même chose et j'ai le droit en fait, et j'ai le droit. Et du coup. Je suis praticienne en méthode Léa pour revenir au transfert humain. Et du coup, je me suis dit, mais ma petite Sandrine, t'es bien gentille. Tu penses à toi, tu vas perdre ta chienne. Mais ta chienne, qu'est-ce qu'elle dit dans tout ça? Et en fait, donc en prenant un transfert humain qui va ressentir quelque part l'énergie du chien, tu peux construire des phrases qui te permettent d'avoir par le ressenti ce que inconsciemment ton animal justement vit ou veut ressentir. Et clairement moi le message de ma chienne c'est ok, je vais mourir, je veux mourir, je suis pas hyper en forme, c'est en plus difficile de me dire que je gambadais et que là je peux plus, enfin voilà, et donc en même temps là c'est l'été, je suis pas pressée. Tout va bien, mais est-ce qu'on peut être plutôt dans la relation, dans une bonne relation, plutôt que d'être toi dans la peur de je vais mourir quoi. En fait, elle s'inquiétait pour moi et une de mes filles de qu'est-ce que ça va être quand je vais pas être là, et du coup non, ne t'inquiète pas de ça, on fera notre chemin, voilà. Et ça a changé complètement la relation avec elle, du coup, en mode je profite de la vie et oui, j'accompagne la vie. Jusqu'à la vie, quand elle ne sera plus. Et c'est plus du tout le même angle. Et c'est comme ça que j'appréhende la mort, en fait, maintenant. C'est la fin d'un cycle de vie. C'est une partie intégrante de la vie. Quoi qu'il en soit, c'est inéluctable. Et c'est notre lot à tous. Voilà, comment je décide d'envisager, alors le plus tard possible, je le cache pas, mais comment je décide d'envisager ce moment pour moi, pour les autres quand il arrivera. Et je pose moi aujourd'hui clairement à mes enfants mes volontés de tiens, j'aimerais bien que tu joues un violon et que tu chantes toi. Maman, tu te moques de nous, tu crois qu'on aura que ça à faire? Non, mais comme vous pouvez, mais ça serait chouette pour moi d'être accompagnée comme ça, plutôt dans la joie, que ça soit un moment, je voudrais un cercueil où il y ait plein de trucs écrits, colorés, une cérémonie laïque, voilà, avec quelqu'un qui sait quelle humaine j'étais et qui peut témoigner de ça. Enfin voilà, poser tous ces genres de choses de mon vivant, je trouve que c'est quand même plus chouette d'envisager ma mort comme un beau passage. Un beau passage. Et ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que la dernière seconde de vie, c'est quand même la vie. Et tu vois, c'est fou parce que ça me provoque une émotion aussi de t'écouter. Enfin, je trouve ça très beau, en fait, ce que tu dis. Tu sais, Octavia, on arrive dans ce monde, il y a 2 passages pour moi. Dans ce monde, c'est quand on est et quand on meurt. Première chose qu'on fait quand on arrive au monde, on prend le souffle. Voilà. Et quand j'allais dire quand on rend au monde, quand on s'en va de ce monde. Oui, et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai que symboliquement, on prend au monde en arrivant et puis on rend en expirant notre dernier souffle. C'est quand même très très beau. J'espère que tout le monde apprécie la poésie de cet échange. Néanmoins, je dis pas que ce sera facile pour moi quand même,
Mais je m'y prépare en douceur, voilà, j'essaie. C'est ça. On est bien d'accord pour dire que ça reste quelque chose qui fait peur, ça reste quelque chose de mystérieux. C'est peut-être aussi quelque chose probablement qui donne toute la magie à l'existence humaine, quoi. Et du coup, moi, je voulais savoir, donc là, on va un peu sortir de la thématique du deuil. On va parler plus globalement de l'existence, etc. Toi, quand tu vis un moment difficile, comme tu as pu le vivre par le passé, comme tu nous as raconté, etc., qu'est-ce qui t'aide à tenir le coup? Qu'est-ce qui t'aide à avancer, à rester ancré, en tout cas Alors, avant, il y avait surtout ne pas ressentir et faire. Du coup, j'étais hyper active, toujours dans le faire. Si je courais pas, je pédalais, je nageais. Je faisais ci, je faisais ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Faire. Aujourd'hui, je n'envisage plus les passages de choses difficiles de la sorte. Je regarde, je m'interroge sur ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que ça dit pour moi? Et j'essaye de le poser en conscience. Mais ça peut être très très bête, quelqu'un qui m'a renvoyé, qui m'agace par exemple. Je vais procéder de la même manière. C'est qu'est-ce que ça dit chez moi, qu'est-ce qui me contrarie, où ça me dérange, et je le pose de moi à moi pour tout de suite me dire ok, bon, alors qu'est-ce que ça dit sur toi? C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux en faire? Comment tu veux ajuster avec ça? Alors il y a des fois c'est 2 jours dans mon canapé avec un plaid et mon chien, thérapeute, et c'est ok pour moi. Je sais pas quoi en faire. Je suis bouleversée, j'ai envie de chialer pendant 2 jours. Eh ben j'accueille, je chiale pendant 2 jours. C'est comme ça. Ok, c'est ma façon de. Et derrière, petit à petit, je vais reprendre le fil. Ok, j'essaye aussi de me projeter. Et dans 5 ans, est-ce que ce sera encore grave? Oui, voilà. Hyper important ça, de prendre du recul face à certaines choses, de se dire est-ce que ça c'est si grave? J'en sais rien, moi, une embrouille avec un collègue, même une embrouille avec quelqu'un dans le métro, ça peut arriver. Surtout dans les métros bondés de la ligne 4. Et essayer de prendre du recul, en tout cas sur pas mal de petites choses qui peuvent être perçues comme des choses graves qui le sont pas forcément. Exactement. Et évidemment, c'est une évidence pour moi aujourd'hui, mais je me reconnecte à la terre, à la nature. C'est vraiment un besoin que j'ai aujourd'hui pour justement, pour moi, regarder juste la beauté. Alors, c'est plus facile pour moi qui n'habite pas Paris, je vous le cache pas. Il y a des parcs à Paris. Bon, moi, j'ouvre, de mon canapé, si vous voulez, je vois juste un champ, des arbres et possiblement un chevreuil passer, et voilà. Et je me reconnecte à ça, et instantanément, ça me fait prendre ce pas de côté, en fait. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Et quand vraiment, j'ai le mur juste devant les yeux et que je suis en mode je fais du boudin, mais non, mais vraiment c'est trop injuste. Je fais mon mode victime, oui, ça m'arrive aussi. On a le droit un petit peu. On a le droit, mais je fais une chose que je ne savais pas faire avant, c'est-à-dire que je tends. Je lève la main et je demande de l'aide. C'est-à-dire que moi-même, je me fais accompagner aussi dans les moments de grande difficulté où émotionnellement je suis submergée. Eh ben, je me fais accompagner tout simplement. Ouais. Hyper clé ce que tu dis. Là, on va arriver tranquillement vers la conclusion de cet épisode. Du coup, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qui traversent un deuil, là on va dire plus spécifiquement, ce serait quoi? Quand tout est noir et quand on a l'impression que... Parce qu'il y a une phase quand même souvent dans le deuil qui est de se dire, puisque en fait on doit tous mourir, il y a un peu un à quoi bon qui se présente à certains moments. Face à ce à quoi bon, qu'est-ce que tu suggères aux gens de faire? C'est essayer de le poser d'une manière ou d'une autre à l'extérieur de soi, ce à quoi bon. Soit auprès d'amis qui peuvent l'entendre et l'écouter, de la famille, des accompagnants si jamais il y a personne, ou de soi à soi sur un carnet si on a envie d'écrire, de l'exprimer ou par de la peinture, chanter, crier, hurler, mais d'essayer de le sortir de soi. Déjà, c'est à quoi exprimer, c'est pour moi une des premières pistes et portes d'entrée pour s'ouvrir sur ce qu'on traverse. Donc en conclusion, on a dit énormément de choses dans l'épisode d'aujourd'hui.
C'est très vaste, mais disons que si on en revient à la question un peu plus du deuil, plus spécifiquement pour cet épisode, exprimer, ne pas hésiter à demander de l'aide, à se faire accompagner, et puis bien sûr, profiter de l'époque merveilleuse qu'on vit, qui fait que grâce aux réseaux sociaux, on peut trouver énormément de choses. Alors, faut faire attention aussi de pas partir dans tous les sens. Il y a comme je le disais dans un podcast précédent, il y a à boire et à manger sur Internet. Mais en tout cas, on peut trouver énormément de ressources, énormément d'aide et énormément de clés, en fait, pour avancer. Et peut-être même pour devenir un genre de nouveau soi-même qui est peut-être plus en phase avec le sens de l'existence. Donc, en ça, peut-être qu'on peut se dire que il y a des choses positives même dans la mort. Carrément, et quoi qu'il arrive, puisque on a décidé de continuer à vivre, c'est d'accepter ce cadeau et puis de continuer de les faire vivre à travers nous, parce que ça, je crois que c'est aussi le peut-être le plus difficile, mais aussi le plus chouette hommage qu'on puisse leur faire. Super, merci beaucoup Sandrine, merci à tous et à très vite. Au revoir. Merci Octavia.